Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de Night of Champions, un show que j'ai trouvé plutôt moyen et je vais m'expliquer pourquoi, même si la raison principale se trouve parfois dans les matchs, mais également dans tous les matchs. Je vous expliquerai à la fin ce que je n'ai pas aimé parmi tous ces matchs. Donc on commence avec le premier match, match qui concerne AJ Styles contre Seth Rollins pour le titre vacant World Heavyweight. Donc le but est d'avoir un premier champion de ce nouveau titre. Mon pronostic c'était Seth freaking Rollins. Voilà, on a eu pas mal de moments sympas. Donc j'ai noté Seth Rollins qui a fait chanter le public au début de match. À une ou deux reprises, il faisait une esquive et puis il commence à bouger des bras pour que le public il chante. C'était plutôt sympa. J'ai nommé un beau reverse DDT de AJ Styles dans le coin avec un salto, c'était nickel. Rollins qui envoie Styles dans le coin là, avec une sorte de powerbomb pour enchaîner avec un magnifique splash, c'était vachement cool. Rollins qui va placer une sorte de reverse suplex. Alors j'appelle ça comme ça parce que normalement tu prends la personne face à toi, je veux dire, et tu pars en suplex et la personne normalement atterrit sur le dos. Comme toi. Sauf que là, c'était plus ou moins la même prise, sauf qu'au lieu de tomber, que AJ Styles tombe sur le dos, il est tombé face à la première au sol. Donc j'appelais ça une reverse suplex, même si je pense que ça possède totalement un autre nom. Et cela depuis la troisième corde. Rollins va également contrer un phénoménal forearm en poussant AJ Styles des cordes et en plaçant un dive à l'extérieur. Mais à partir de là, Seth Rollins va vendre la jambe, enfin vendre le genou plutôt, auquel il dit avoir mal. Et du coup, ça va rendre le match encore plus compliqué à déterminer qui peut gagner. Par la suite, on a Styles qui va en profiter, notamment en faisant des soumissions au niveau du genou, ce que Seth Rollins n'abandonne pas. AJ Styles va quand même placer le pedigree juste après avoir reçu un stomp sur la main, mais il ne suffira pas à gagner. Et au final, Seth Rollins va contrer le Phenomenal Forearm avec un Seth Rollins, j'allais dire, avec un super kick, mais il n'arrive pas à placer le stomp, il s'écroule au sol, mais il arrive quand même à se relever, à vaincre la douleur pour placer un pedigree, puis à nouveau un stomp, et remporter le match. Donc Seth freaking Rollins est le tout premier champion World Heavyweight de cette nouvelle version de la ceinture. Voilà, qui était mon pronostic. Donc je suis très très content, même si c'est dommage que AJ Styles mériterait également d'avoir un titre. Mais malheureusement, à la WWE, tellement de catcheurs ou catcheuses sont suffisamment talentueux pour pouvoir être champion, mais il n'y a pas assez de ceinture pour tout le monde. Bref. En commentaire, j'ai noté le public soutient à fond Seth Rollins, ils sont à fond pour lui. Du coup, Triple H et les autres bookers ont clairement fait le bon choix en le faisant gagner. Et à la fin, on a même Triple H qui va venir au ring pour offrir cette nouvelle ceinture à Seth Rollins. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. J'ai noté le match 4 sur 5. J'aurais pu le mettre une meilleure note, mais vous comprendrez en conclusion pourquoi je n'ai pas mis une meilleure note. On passe du coup au second match, donc Becky Lynch face à Trish Stratus. Match que j'avais absolument pas envie de voir et qui clairement est le match que j'ai le moins bien noté. Mon pronostic était Becky Lynch. Et j'ai eu tort parce que, alors là, il y a un truc qui s'est passé. C'était impossible, je pense, de pronostiquer ce qui s'est passé. Alors, la victoire peut-être, hein, c'est pas compliqué, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dire comment ça s'est terminé, je pense que personne ne l'avait puisque ça s'est terminé avec Becky Lynch. Alors, d'abord, les petits points sympas que j'ai mis. Becky Lynch qui fait une mini descente de la cuisse. Alors, c'est vrai qu'on l'a senti un peu légère dans les descentes de la cuisse, là où contre d'autres adversaires de taille, elle n'hésitait pas à faire des sauts depuis la troisième corde et tout. Sauf que bah là, clairement, rien. Elle fait un mini saut de la première ou deuxième corde. Bon, Becky Lynch envoie quand même un Facebuster ou Neckbreaker, je sais plus trop, qui a été assez mal vendu par Trish Stratus, je trouve, suivi d'une autre descente de la cuisse, mais toujours pas de la troisième corde. Becky Lynch va faire le Wall of Jericho, alors qu'un peu plus tôt, Trish Stratus avait tenté de faire le... j'ai oublié le nom, la soumission de Bret Hart. Voilà.
Du coup, Becky Lynch va placer son Menendez-là, mais Trish Stratus a le pied sur la corde. Alors ça, j'ai trouvé ça cool parce que j'ai vu des tonnes et des tonnes de matchs dans ma vie, et surtout depuis que je refais des vidéos. Et c'est vrai que ça faisait très très longtemps que des gens ne se dégageaient pas des matchs juste en tenant la corde, ou en mettant le pied sur la corde. Je me dis, waouh, ça fait plaisir de revoir ça parce que dans les années 2000, on voyait beaucoup ce genre de dégagement. Aujourd'hui, on le voit beaucoup, beaucoup moins et j'ai trouvé ça cool de le revoir. Bref. Et le final, on a Zoe Stark qui apparaît dans dessous du ring pour attaquer Becky Lynch, notamment en plaçant son finisher dont j'ai oublié le nom. Notamment, elle retourne se cacher dans le ring après avoir remis Becky Lynch dans le ring. Et Trish Stratus va faire son facebuster pour la victoire. Donc victoire de Trish Stratus, aidée par Zoe Stark. Alors je sais pas ce que Zoe Stark est fou là. Et en fait, d'un côté, je me dis, ça me fait chier que Zoe Stark soit là parce que Zoe Stark en équipe, en clan avec Trish Stratus, ça me fait chier parce que j'en ai rien à foutre de Trish Stratus, mais j'aime beaucoup Zoe Stark. Et en même temps, je me dis, Zoe Stark contre Becky Lynch dans un ring, ça peut donner des très très bons matchs. Du coup, je me dis, bonne idée et mauvaise idée en même temps, quoi. Voilà, si on pouvait juste avoir Zoe Stark toute seule contre Becky Lynch, ça donnerait des trucs très cool, mais bon, bah voilà, ils ont préféré la foot avec Trish Stratus, bon, c'est comme ça. En commentaire, j'ai mis que j'aimais beaucoup la tenue de Becky Lynch en mode Kill Bill. C'était hyper stylé. Pourtant, je suis pas un fan du jaune, mais la tenue était vraiment stylée. De toute façon, quand on connaît Kill Bill, c'est vraiment trop cool. Et en note, j'ai mis 2 sur 5. Hein. C'est vraiment un des matchs où je me suis clairement le plus ennuyé, mais c'est pas celui où je me suis le plus ennuyé bizarrement. Troisième match, on a Mustafa Ali contre Gunther pour le titre intercontinental. Et mon pronostic, c'était Gunther. Donc, en petit truc sympa, j'ai mis que Ali va placer une belle petite roulade suivie d'un neckbreaker, ça c'était plutôt cool. Ali qui va placer une powerbomb suivie par le 450 splash, mais qui ne suffira pas. Il va également placer un beau tornado DDT qui se fera, mais qui après se fera contrer le 450 splash. Et Gunther au final va contrer, je ne sais plus quelle prise, avec un drop kick et placer une power bomb pour la victoire. Donc, euh, en commentaire, j'ai juste mis le public soutient à fond Ali. Ça, c'est très très cool. En même temps, il n'est pas saoudien, mais il a des origines arabes, donc il se retrouve un peu dans une communauté qui l'apprécie. Et du coup, il reçoit, enfin, je donne la note à ce match de 3,5 sur 5 parce que ben, j'ai bien aimé. D'un côté, on a Mustafa Ali qui fait des très bonnes choses, qui se débrouille pour essayer de mettre à terre Gunther qui est un véritable monstre. Et de l'autre côté, on a Gunther qui vend super bien les prises, qui met hyper bien en avant Ali. Vraiment, on a eu un super match. Hein, voilà. Et voilà. Moi, je préfère voir Gunther face à ce genre d'adversaire. Je sais qu'il y en a qui sont bandeurs des matchs de Gunther contre Sheamus ou Gunther contre Drew McIntyre, vraiment, quand c'est brut contre brut. Ben moi, je trouve pas ça intéressant. Après, c'est mon avis, hein. Mais moi, je trouve pas ça intéressant. Je préfère voir des mecs avec un style différent combattre Gunther plutôt que de voir des mecs avec le même style. C'est mon avis, hein. Je ne dis pas que, par exemple, Gunther Sheamus, je ne dis pas que c'est nul, mais moi je prends moins de plaisir en tout cas à voir ce genre de match. Ensuite, on passe au quatrième match, Bianca Belair contre Asuka pour le titre féminin de Raw. Mon pronostic c'était Bianca Belair et on arrive au match où je me suis le plus ennuyé. Franchement, je me suis fait chier comme un rat mort parce que on a clairement eu le type de match qu'ils font habituellement, même le type de match qu'on peut voir en weekly. Bref, c'était pas intéressant, c'était juste chiant quoi. Je me suis fait chier comme il n'y a pas. Bref, en résumé, j'ai mis assez tard. Asuka va placer le Asuka Lock, mais ne l'aidera pas à gagner. Euh, Ensuite, elle va tenter d'envoyer le Mist, mais Bianca Belair va l'esquiver. Mais Asuka ne dit pas son dernier mot puisqu'elle va se cracher du Mist dans la main. Et au moment où Bianca Belair
va vouloir placer le KOD, Asuka va lui foutre la main dans les yeux, donc va placer son mist dans ses yeux directement comme ça, et du coup, Bianca Belair étant aveuglée, elle se prend 2 kicks, un dans la tête, un dans la nuque, et Asuka fait le tomber pour devenir la nouvelle championne de Raw. Et en commentaire, j'ai mis c'est long, parce que franchement, c'était long, je m'ennuyais comme il n'y a pas. En note, j'ai quand même mis 2,25 sur 5. Pourquoi? Alors que je me suis plus ennuyé que le match entre Becky et Trish Stratus. Bah, j'ai mis une toute petite meilleure note, tout simplement parce que même si je me suis ennuyé, et ben on a enfin une nouvelle championne, et c'est pour ça que je mets 0,25. Alors on pourrait croire comme ça que je n'aime pas Bianca Belair, ce qui est totalement faux, j'adore Bianca Belair, mais j'avoue que son règne, je commence à le trouver hyper long et chiant. Alors on pourrait dire oui, mais Roman Reigns, tu l'adores, alors que son règne il est long, et pour certains il peut paraître chiant. Bah peut-être, sauf que la différence est que déjà, bah, les histoires avec Roman Reigns, elles me passionnent, les histoires de la Bloodline, elles me passionnent, vraiment que ce soit les tensions à travers la Bloodline, les adversaires qu'il peut avoir, ça me passionne parce qu'il y en a une pléthore d'adversaires, vraiment on en a vu plein de différents. Certes, il y en a qui reviennent de temps en temps, comme Brock Lesnar notamment, alors que du côté de Bianca Belair, ben, elle a eu très très peu d'adversaires différents pendant son règne. On est resté très longtemps bloqué sur Bayley et Damage Control. On est resté un petit moment bloqué là avec Asuka, bah, jusqu'à ce qu'Asuka prenne le titre. On est resté bloqué un moment avec Becky. Enfin bref, on est resté souvent sur les mêmes personnes. Et même avant, il y a un an, quand elle avait eu son premier titre, bah, les adversaires qu'elle affrontait, bah, c'était les mêmes qu'aujourd'hui. Par exemple, Bayley, elle l'affrontait déjà avant que Bayley se blesse et ne revienne qu'à SummerSlam l'année dernière. Donc déjà, Bianca Belair, ce qui est chiant, c'est que c'est tout le temps les mêmes adversaires, ça tourne beaucoup moins que face au règne de Roman Reigns par exemple. Et les histoires de Bianca Belair face à ses adversaires, bah, elles sont pas terribles quoi. L'histoire avec Asuka, il n'y a rien du tout. L'histoire contre Damage Control, au bout d'un moment, ça tournait en rond, ça n'avait plus aucun sens. L'histoire contre Becky Lynch a été vraiment cool parce que c'était la vengeance de cette fête batte en quelques secondes. Mais après ça, une fois qu'elle avait récupéré le titre, ça devenait hyper relou. Bref, pour moi, Bianca Belair, c'est quelqu'un qui a besoin de renouveau, surtout que depuis NXT, elle a le même personnage, son personnage n'a pas évolué. Et je trouve que ça commence à devenir relou. Et j'aimerais beaucoup que Bianca Belair change de personnage. Alors, je sais pas si la WWE va le faire, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup. On a vu avec Roman Reigns le, le truc de dingue que ça a donné, quoi. Le public qui ne supportait pas le Roman Reigns que la WWE forçait à avoir. Et quand il est tourné heel, bah aujourd'hui, tout le monde le kiffe. Bon, c'est vrai qu'avec 3 ans de règne, ça commence à être long et certains commencent à se désolidariser de la Bloodline, mais ça n'empêche qu'une grande majorité l'adore. Même encore aujourd'hui, en Arabie Saoudite, des gens étaient encore en train de lever le doigt pour la Bloodline. Donc c'est qu'il fonctionne encore. Et je pense que Bianca Belair a besoin de ce genre de choses parce que bah, même si c'est quelqu'un que j'adore athlétiquement, qui est absolument incroyable, et ben plus ça va, bah, plus je commence à en avoir marre de Bianca Belair. Et ça me fait chier d'être obligé de dire ça parce que c'est quelqu'un de génial dans le ring, au micro et tout. Mais malheureusement, elle n'est pas bookée correctement. Bref, passons à la catastrophe de la soirée, le match 5, Natalia contre Rhea Ripley. Pour le titre de SmackDown, mon pronostic c'était Rhea Ripley. En commentaire, j'ai mis il n'y a pas de match. Bon, il y a eu un match, mais en soi, il n'y a pas de match. Puisque le match, il se résume en une phrase. Rhea Ripley casse la gueule à Natalia à l'extérieur du ring. Elle revient dans le ring. Elle place le riptail. Et victoire. Voilà. Vraiment, c'était ça le match. Il y a eu absolument rien du tout parce que Natalia a décidé d'aller engueuler Dodo qui était à l'extérieur. Et du coup, bah voilà, s'est fait fracasser, pris le retail et fini quoi. Du coup, j'ai mis 1 sur 5. Ça n'avait aucun sens, ça n'a servi à rien. Bref, ça mérite même pas qu'on s'attarde plus là-dessus. C'est très dommage encore une fois quoi. On a Rhea dans le match et ils font ça quoi. J'ai été très content de certains trucs de booking hein, que Triple H et son équipe ont fait, mais alors là-dessus,
vous avez vraiment fait de la merde et ça mérite clairement son 1 sur 5. Ensuite, on passe au match 6, l'avant-dernier. Brock Lesnar contre Cody Rhodes. Mon pronostic, c'était Brock Lesnar pour suivre une certaine logique des trilogies de matchs, hein, puisque souvent, c'est des matchs se font en trilogie. Donc voilà, dans la suite logique, Brock Lesnar devait gagner le deuxième match pour avoir un troisième à sûrement SummerSlam. Dans les trucs sympas, on a Cody Rhodes. Alors sympa, mais qui en même temps vont me sortir du match. C'est Cody Rhodes qui frappe Brock Lesnar avec il a une sorte d'attelle au bras pour l'affaiblir. Ensuite, Cody Rhodes va placer le Cody Cutter, ça j'aime beaucoup cette prise, puis deux Crossroads qui ne suffiront pas. Brock Lesnar contre un troisième Crossroads avec une Kimura qui va tenir quand même très longtemps, mais c'était assez cool de voir Cody survivre, enfin résister. Ensuite, Cody va contrer le F5 en Crossroad mais ne battra pas Brock Lesnar. Brock Lesnar va finalement placer son F5 mais ne gagnera pas le match comme ça. Du coup, il repart en Kimura et cette fois, Cody Rhodes va pass out. Donc en gros, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand tu es dans une soumission et que ton corps il répond plus comme si tu étais dans les pommes, quoi. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, on donne la victoire à celui qui est encore, qui est en train de faire la soumission et qui est encore éveillé. Du coup, victoire de Brock Lesnar, c'était plutôt facile à prédire si vous voulez faire un troisième match retour lors d'un énorme show comme SummerSlam. En commentaire, j'ai mis Cody combat avec une sorte d'attelle. Et pour moi, ça m'a sorti du match. Et c'est pour ça que j'ai mis que 2,75 sur 5. Parce que j'aurais pu mettre une meilleure note au match. Parce qu'en soi, le match était pas si mauvais que ça. Parce que bon, Brock Lesnar, il nous a fait les trucs habituels, hein, les souplexes, les F5. Bon, il a rajouté la Kimura Clock dans ce match. Mais globalement, que ce soit l'un ou l'autre, ils nous ont fait les trucs habituels, hein, même Cody Rhodes, hein, Cody Cutter, Crossroads, bref, c'était pas hyper intéressant, c'est ce qu'ils nous font habituellement, c'est divertissant, bon voilà. Mais ce qui m'a sorti du match, c'est le fait que Cody, il frappe euh, plein de fois Brock Lesnar avec son attelle. Alors qu'une attelle, bon, moi je me suis jamais cassé d'os ou quoi que ce soit, mais une attelle, c'est quand même, ou de toute façon que ce soit une attelle, un plâtre ou quoi que ce soit, c'est quand même censé avoir, t'es quand même censé avoir un truc dur pour maintenir ton bras, parce que bon, lui c'est le bras auquel il le porte, mais c'est quand même censé tenir ton bras pour que ton os il reste correct. Euh, donc c'est que c'est censé quand même être dur. Et puis Cody Rhodes il le sait, parce que il frapperait pas avec son bras blessé avec la telle s'il savait pas que ça ferait plus de dégâts qu'en frappant avec son autre bras où il va très bien. Et du coup ça m'a sorti du match, parce qu'on est dans un match normal, il n'y a pas de stipulation. Et du coup, le mec, il frappe globalement son adversaire avec un objet, et l'arbitre ne dit rien. Et ça m'a sorti du match. Du coup, j'ai baissé un peu la note, parce que d'un côté, c'est compréhensible, Cody Rhodes, il est blessé, machin, ça permet d'être à peu près au niveau de Brock Lesnar, mais en même temps, bah, Cody Rhodes aurait dû être disqualifié, donc pour moi, ça perd des points pour ça. On arrive donc au dernier match, le main event, Roman Reigns et Solo Sikoa face à Sami Zayn et Kevin Owens. Mon pronostic c'est Sami Zayn et Kevin Owens et j'ai eu raison. Bref. Résumé, le mis belle combinaison entre Sami Zayn et Kevin Owens avec le croche-pied et la senton de Kevin Owens derrière, c'était plutôt cool. Pop-up powerbomb de Kevin Owens suivi d'un frog splash qui ne suffira pas à remporter le match. Kevin Owens va également se prendre un étranglement dans les cordes par Solo Sikoa suivi d'un Superman Punch mais il se relèvera du tombé. Kevin Owens va contrer un spear avec un stunner mais sans point et ce moment là il était absolument génial parce que t'as Reigns qui arrive pour faire un spear, il se prend un coup de pied du coup il se relève et là Kevin Owens il en profite, allez hop, stunner. Sauf que en partant en arrière, du coup, Roman Reigns il tombe dans les cordes, qui le relève, lui donne une impulsion et du coup il part en spear. Ce moment il est juste incroyable. En termes de move, c'est peut-être mon moment préféré du match. Je parle bien en termes de move. J'ai noté aussi un beau dive de Sami Zayn sur Solo Sikoa à l'extérieur du ring. Sami Zayn qui va contrer le Samoan Spike avec le Exploder, puis un Helluva Kick, mais Roman Reigns va casser le tombé. Sami Zayn va esquiver un spear que va recevoir l'arbitre.
Voilà, il fallait bien un ref bump hein, à un moment donné. Ensuite, Sami Zayn va s'amuser. Voilà, il va placer le Superman Punch sur Roman Reigns. Il va tenter le spear, mais il va se prendre un Superman Punch à la place. Les Usos vont venir sauver Roman Reigns alors que ce dernier se faisait attaquer par Kevin Owens à l'extérieur du ring. Et ensuite, ils vont chacun envoyer un super kick à Sami Zayn. Et en voulant mettre le double super kick, c'est Solo Sikoa qui va le recevoir. Et à ce moment-là, Roman Reigns il va péter un câble. Il va monter dans le ring, il va bousculer Jimmy Uso. Jey Uso il va essayer de le calmer, tu vois, il va le toucher au bras pour dire vas-y mais calme-toi, on est la Bloodline, on est la famille et tout. Et Roman Reigns il pète un câble en mode mais tu m'as touché là? Pourquoi tu m'as touché là? Tu te prends pour qui pour me toucher? Enfin le mec il pète un câble, il repousse Jey Uso et là il se prend un super kick par Jimmy Uso en pleine face. Et du coup, Roman Reigns, il comprend plus ce qui se passe. Là, son propre cousin qui lui obéit plus, qui lui met un kick en pleine face. Euh, Jey Uso, il sait plus quoi faire, il sait plus où se placer et tout. Jimmy Uso, il dit, mais tu devrais essayer, tu devrais le faire. Et là, Jimmy Uso, paf, il se remet à foutre un kick à Roman Reigns qui roule à l'extérieur du ring. Au final, Jimmy Uso emmène son frère à l'extérieur du ring. Donc, hâte de voir comment Jey va réagir à tout ça. Et du coup, Solo Sikoa va recevoir le stunner suivi d'un Helluva Kick de Sami Zayn pour que les champions par équipe conservent leur titre. En plus, un peu plus tard, on a un plan qui est magnifique parce qu'il est super bien réalisé avec Roman Reigns qui est paumé, qui ne sait plus où il en est par terre à l'extérieur du ring et juste au-dessus, tu as Sami Zayn avec le titre par équipe qui est au-dessus en train de le narguer, qui est en mode hé, regarde ce que tu n'auras jamais. Et le plan était génial. Bref, en commentaire, j'ai mis Sami Zayn qui s'introduit, lui et Kevin Owens en arabe. C'était vraiment très cool. Déjà, la tenue qu'il avait, c'était une sorte de tenue traditionnelle. C'était vraiment très cool. C'était le public qui a kiffé le fait qu'il présente les choses en arabe. Ensuite, le public va beaucoup chanter pour Sami Zayn, ce qui va toucher Roman Reigns. Je ne vais pas le toucher dans le sens où il va être content, mais dans le sens où ça va le saouler que le public acknowledge de plus en plus Sami Zayn que lui. Et ça le fait péter un câble. Vraiment, Roman Reigns, il est très fort physiquement, mais mentalement, il y a des trucs où il a du mal. Et notamment, ça, il a du mal que de voir des gens plus soutenus que lui. Et un moment qui m'a beaucoup fait rire, c'est Sami Zayn qui va copier Roman Reigns, notamment quand il se met dans le coin là en faisant le geste au niveau du bras pour le Superman Punch et qui frappe le sol. Quand il se met dans le coin et qu'il fait le wouh ah avec tout le public pour le spear. Bon, au final, il n'arrive pas à placer le spear, mais j'ai trouvé ça hyper fun ces petits moments où Sami copiait Roman Reigns. Bref, j'ai mis un 4 sur 5 au match parce que le match, il était très cool. L'histoire entre la Bloodline qui se détruit, eh ben, ça arrive de plus en plus. On se doutait que les Usos allaient intervenir. Je m'en doutais qu'ils allaient plus ou moins intervenir et donner la victoire à Kevin et Sami d'une certaine manière. Je savais pas comment, je m'en doutais. Ça a été fait, j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire. Mais ce match aurait mérité une meilleure note et je vais tout de suite m'expliquer dans la conclusion. Et oui, parce que même si certains matchs étaient très bons, notamment l'opener et le main event, le reste du show c'était plutôt moyen. Mais une chose qui a fait que j'ai pas pu mettre des meilleures notes au match, c'est la régie. Et oui, parce que le public était là, le public était à fond, hein, on n'en doute pas. Nous, on les voit, le public derrière en train de crier par certains moments. Mais le problème, c'est qu'on ne les entend pas. Alors, je ne sais pas si c'est un problème technique que moi seul j'ai eu, ou si vous aussi vous l'avez eu, mais parce que moi j'ai suivi ça en direct sur le network, mais le son était hyper mal réglé. C'était hyper mal réglé dans le sens où le public, on l'entendait quasiment pas. Même quand ils étaient en train de scander des choses, on ne les entendait pas. Ce qui fait que, bah, en fait, on n'entendait que le bruit qu'il y avait sur le ring, et en fait, ça m'a pas mis dans une ambiance particulière, dans le sens où ben, l'ambiance d'un match, elle est créée par le public. Si le public, il est comme à NXT, s'il est tout le temps là, en train de faire du bruit, tout ça, et ben t'es bien dans le match parce que tu dis, ouais, le public il est à fond, je suis à fond et tout. Mais quand t'entends pas le public, en général c'est mauvais signe,
Sauf que là, le problème, c'est que le public, on l'entend pas parce que le public est silencieux, mais on l'entend pas parce que ben la régie est mal réglée. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ben il y a des matchs où tu sens que le public est à fond, mais comme tu l'entends pas, et ben t'as pas la même sensation quand tu regardes le match. Je sais pas si vous ça vous a fait la même chose, mais moi ça m'a dérangé qu'on n'entende pas si bien que ça le public. Bref, dans la globalité, de toute façon, le show était plutôt moyen selon moi. Je sais pas comment vous l'avez vécu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos qui vont bientôt sortir, ou qui sont, enfin ceux qui sont déjà sortis. Et sinon, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, on se retrouve à bientôt pour la review de NXT Battleground qui sortira très certainement lundi.